Loi 20. Ne prenez pas parti. Principe. Stupide est celui qui aliène sa liberté à un parti. Soyez vous-même votre unique cause. En gardant votre indépendance, vous deviendrez le maître de tous. Dressez-les les uns contre les autres et obligez-les à vous suivre. 1. Ne cédez à aucun. Faites-vous courtiser par tous. Si une personne a l'impression qu'elle vous tient, à quelque degré que ce soit, vous perdez tout pouvoir sur elle. Tant qu'elle ne reçoit pas votre appui, elle essaiera de vous gagner à sa cause. Restez distant. Vous obtiendrez son attention et vous jouerez sur son désir. Jouez la reine vierge. Donnez-lui de l'espoir, mais jamais de satisfaction. Respect de la loi. Quand la reine Élisabeth Ier monta sur le trône d'Angleterre en 1558, tout le monde voulut lui trouver un mari. Le problème fut débattu au Parlement et devint le principal sujet de conversation des Anglais, tous milieux confondus. Ils étaient souvent en désaccord quant à la personne, mais chacun s'accordait à dire qu'elle devait se marier au plus tôt, car une reine doit avoir un prince consort et donner des héritiers au royaume. Les débats firent rage pendant des années. Les plus beaux partis du royaume, Sir Robert Dudley, comte de Leicester, Sir Walter Raleigh, se disputaient la main d'Élisabeth. Elle ne les découragea pas, mais ne semblait avoir aucune hâte, et les indices par lesquels elle exprimait ses préférences étaient souvent contradictoires. En 1566, le Parlement envoya une délégation à Élisabeth, la pressant de se marier avant d'être trop âgée pour avoir des enfants. Elle ne discuta pas, ne renvoya pas la délégation, mais elle resta célibataire. Le jeu subtil qu'Élisabeth jouait avec ses prétendants fit progressivement d'elle le sujet d'innombrables fantasmes et l'objet d'une sorte de vénération. Le médecin de la cour, Simon Forman, a noté dans son journal les rêves dans lesquels il la déflorait. Les peintres la représentèrent sous les traits de Diane et d'autres déesses. Le poète Edmund Spenser et d'autres écrivirent des élégies à la roi Vierge, désignée comme l'impératrice du monde, la Vierge vertueuse, qui gouvernait l'univers et faisait tourner les étoiles. Dans leur conversation avec elle, ces nombreux prétendants faisaient des allusions très crues, d'une audace qu'Élisabeth ne dénonçait pas. Elle excitait délibérément leur intérêt tout en les gardant en distance. Dans toute l'Europe, les rois et les princes savaient qu'un mariage avec Élisabeth scellerait une alliance entre l'Angleterre et leur nation. Le roi d'Espagne, le prince de Suède et l'archiduc d'Autriche lui firent la cour. Elle les y conduisit tous poliment. À l'époque d'Élisabeth, les provinces flamandes se soulevèrent contre l'Espagne. C'était un enjeu diplomatique majeur. L'Angleterre devait-elle rompre son alliance avec l'Espagne et choisir la France comme principal allié sur le continent, encourageant de ce fait l'indépendance des Provinces-Unies? En 1570, il apparut qu'une alliance avec la France était pour l'Angleterre la solution la plus sage. Les ducs d'Anjou et d'Alençon, frères du roi de France, étaient de beaux partis. L'un d'eux épouserait-il Élisabeth? Tous deux avaient des qualités, et Élisabeth leur laissa à chacun des espoirs pendant plusieurs années. Le duc d'Anjou fit plusieurs visites en Angleterre, embrassa Élisabeth en public, lui murmura des petits mots tendres. Elle parut partager son affection. Tandis qu'elle se laissait courtiser par les deux frères, un traité fut signé entre la France et l'Angleterre. En 1582, Élisabeth sentit qu'elle pouvait en finir avec la cour que lui faisaient les deux ducs. Dans le cas du duc d'Anjou en particulier, ce fut avec grand soulagement. Pour des raisons diplomatiques, elle s'était laissée courtiser par un homme pour lequel elle éprouvait une véritable répugnance physique. Une fois la paix entre la France et l'Angleterre assurée, elle se débarrassa de cet amoureux transi aussi courtoisement qu'elle le put. Entre-temps, Élisabeth avait passé l'âge d'avoir des enfants.
Par conséquent, elle put vivre le reste de sa vie comme elle le souhaitait, et jusqu'à sa mort, resta la reine vierge. Elle ne laissa aucun héritier direct, mais sous son règne, l'Angleterre avait connu une incomparable période de paix et un apogée culturel. Interprétation. Élisabeth avait de bonnes raisons de ne pas se marier. Elle avait été témoin des erreurs de sa cousine Marie Stuart, reine d'Écosse. Refusant de voir une femme seule sur le trône, les Écossais exigeaient que Marie convole, avec le prétendant idéal par-dessus le marché. Épouser un étranger? Trop impopulaire. Favoriser telle ou telle famille? Inacceptable par toutes les autres. Marie jeta son dévolu sur Lord Darnley, un catholique. Les protestants lui causèrent des troubles sans fin. Élisabeth n'ignorait pas que le mariage conduit souvent la femme à sa perte. En se mariant, une reine épouse la cause d'un parti, d'une nation, et se trouve mêlée à des conflits qui ne sont pas de son choix et peuvent la submerger, voire la conduire à la guerre. En outre, le mari devient de facto le souverain et essaye de se passer de sa femme. Ainsi, Darnley avait cherché à se débarrasser de Marie. Élisabeth avait retenu la leçon et se fixa 2 buts, éviter et le mariage et la guerre. Elle les atteignit en faisant miroiter la possibilité d'un mariage dans le seul but de nouer des alliances. Si elle avait élu un prétendant, elle aurait perdu son pouvoir sur les autres. Elle s'attacha à inspirer le désir sans décourager les espoirs, mais sans jamais s'abandonner. Élisabeth joua à ce jeu toute sa vie, dominant le pays et tous les hommes qui cherchaient à la conquérir. Elle était le point de mire et maîtrisait ainsi la situation. En mettant son indépendance au-dessus de tout, Élisabeth protégea son pouvoir et devint une idole. Je préférerais être mendiante et célibataire plutôt que reine et mariée. Élisabeth Ière, 1553-1603. Les clés du pouvoir. Puisque le pouvoir dépend en grande partie des apparences, il faut apprendre les stratagèmes qui contribuent à rehausser sa propre image. Refuser de s'engager vis-à-vis d'une personne ou d'un groupe en fait partie. Quand on reste en retrait, au lieu d'encourir la colère, on suscite une sorte de respect. On paraît immédiatement puissant parce que l'on demeure insaisissable, au lieu de succomber à tel groupe ou telle relation comme le font la plupart des gens. Cette aura de pouvoir grandit avec le temps. Au fur et à mesure que votre réputation d'indépendance s'accroît, de plus en plus de gens en arrivent à vous désirer, à vouloir être celui pour lequel vous abandonnerez votre indépendance. Le désir est comme un virus. Plus il y a de gens contaminés, plus la contagion s'étend. À partir du moment où l'on s'engage, le mystère s'évanouit. On devient comme tout le monde, alors qu'auparavant les gens déployaient toutes sortes d'artifices pour vous faire céder, vous offraient des cadeaux, vous couvraient de faveurs pour faire de vous leur obligé. Encouragez l'attention, simulez l'intérêt, mais ne vous engagez à aucun prix. Acceptez les cadeaux et les faveurs si vous le souhaitez, mais prenez garde à toujours maintenir la distance. Gardez-vous d'accepter par inadvertance des obligations envers quiconque. Rappelez-vous cependant, le but n'est ni de repousser les gens, ni de paraître incapable d'engagement. Comme la Reine Vierge, il faut exciter, stimuler l'intérêt, attirer, en sous-entendant que l'on n'est pas inaccessible. Se laisser approcher à l'occasion, mais pas de trop près. Le grec Alcibiade, soldat et homme d'État, avait parfaitement compris cela. Ce fut lui qui inspira et conduisit la flotte athénienne qui envahit la Sicile en 414 avant Jésus-Christ. Quand des Athéniens jaloux tentèrent de l'abattre au retour, en l'accusant de trahison, il passa à l'ennemi, Sparte, plutôt que d'affronter un procès chez lui. Puis, tandis que les Athéniens subissaient la défaite à Syracuse, il quitta Sparte pour la Perse, bien que le pouvoir de Sparte grandît.
Les Athéniens et les Spartiates se disputèrent la faveur d'Alcibiade du fait de son influence parmi les Perses. Ces derniers le couvrirent d'honneur à cause de son pouvoir sur les Athéniens et les Spartiates. Il fit des promesses aux uns et aux autres, mais ne s'engagea envers aucun et garda toutes les cartes en main. Si vous aspirez au pouvoir et à l'influence, faites comme Alcibiade. Interposez-vous entre des puissances rivales. Attirez l'une avec la promesse de votre aide. L'autre, toujours désireuse de l'emporter sur l'ennemi, vous sollicitera à son tour. Tant que les deux rivaliseront pour obtenir votre préférence, votre influence grandira. Vous obtiendrez beaucoup plus de pouvoir que si vous aviez pris parti. Pour parfaire cette technique, il est nécessaire que vous vous libériez de tout obstacle affectif et que vous considériez vos partenaires comme des pions dans votre ascension vers le sommet. Ne vous faites le laquais d'aucune cause. Pendant les élections présidentielles américaines de 1968, Henry Kissinger passa un coup de fil à l'équipe de Richard Nixon. Kissinger avait été l'allié de Nelson Rockefeller, autre candidat à la présidence, écarté par la Convention républicaine. Kissinger offrit de fournir au camp de Nixon des informations importantes et confidentielles sur les négociations pour la paix au Vietnam, qui se déroulaient à Paris. Il avait dans l'équipe des négociateurs un homme à lui qui le tenait informé des derniers développements. L'équipe de Nixon accepta avec empressement cette offre. Dans le même temps, Kissinger approcha aussi le candidat démocrate, Hubert Humphrey, et lui offrit son aide. L'équipe d'Humphrey lui demanda des informations confidentielles sur Nixon et il les leur fournit. Il leur avoua même haïr Nixon depuis des années. En réalité, Kissinger n'avait aucune préférence entre les deux partis. Ce qu'il voulait, c'était la promesse d'un poste important de la part de l'un et de l'autre. Il l'obtint. Quelle que dût être l'issue des élections, la carrière de Kissinger était assurée. Comme on le sait, le gagnant fut Nixon, et Kissinger, comme prévu, eut son poste. Même alors, il prit soin de ne jamais paraître trop proche de Nixon. Quand ce dernier fut réélu en 1972, des hommes qui lui avaient été beaucoup plus loyaux que Kissinger furent écartés. Lui, non. Kissinger fut aussi le seul haut fonctionnaire de Nixon à survivre à l'affaire du Watergate et à travailler avec le nouveau président, Gerald Ford. En gardant une certaine distance, il était parvenu à tirer son épingle du jeu en ces temps troublés. Les tenants de cette stratégie remarquent souvent un étrange phénomène. Ceux qui se précipitent pour offrir leur soutien n'obtiennent que peu de respect, car leur aide est trop facilement acquise, alors que ceux qui se tiennent en retrait sont assiégés de demandes. Leur réserve leur confère un pouvoir, car chacun les veut dans son camp. Lorsque Picasso, parti de rien, fut devenu l'artiste le plus fameux du monde, il n'accorda l'exclusivité à aucun marchand d'art, bien qu'il fût assailli de propositions toutes plus alléchantes les unes que les autres. Il semblait se moquer éperdument de leur service. Cette attitude les rendait fous, et plus ils se battaient, plus les prix montaient. Quand Henry Kissinger, à l'époque secrétaire d'État, voulut la détente avec l'Union soviétique, il ne fit pas de concessions, mais multiplia les contacts avec la Chine. Cette attitude irrita les Soviétiques et leur fit peur. Déjà politiquement isolés, ils craignirent un isolement plus grand encore si les États-Unis s'alliaient à la Chine. L'action de Kissinger les amena à la table des négociations. La tactique a son parallèle en séduction. Quand vous voulez séduire une femme, conseille Stendhal, courtisez d'abord sa sœur. Restez distant et les gens viendront vers vous. Cela deviendra pour eux un défi que de gagner votre affection. Tant que vous imiterez la sage Reine Vierge et permettrez tous les espoirs, vous resterez un aimant polarisant l'attention et le désir. Image : la Reine Vierge. Point de mire, objet du désir et idole vénérée, en ne succombant jamais à aucun prétendant, la Reine Vierge les maintient en gravitation autour d'elle comme les planètes autour du Soleil.
aussi incapables de s'arracher à leur orbite que de s'approcher de leur étoile. Autorité. Ne se pas laisser obliger entièrement, ni par toutes sortes de gens, car ce serait devenir l'esclave commun. Les uns sont nés plus heureux que les autres, les premiers pour faire du bien et les seconds pour en recevoir. La liberté est plus précieuse que tout don, et c'est la perdre que de recevoir. Il vaut mieux tenir les autres dans la dépendance que de dépendre d'un seul. Balthasar Gracian, 1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. 2. Ne cédez à aucun, restez au-dessus de la mêlée. Ne vous laissez pas entraîner dans des conflits mesquins et des querelles mineures. Ayez l'air intéressé et compatissant, mais trouvez le moyen de rester neutre. Laissez les autres s'étriper, tandis que vous restez en retrait, en observateur. Quand les adversaires seront fatigués, ils seront mûrs pour être cueillis. On peut même susciter des querelles, puis se proposer comme médiateur. On gagne ainsi en pouvoir. Respect de la loi. À la fin du XVe siècle, les cités-États les plus importantes d'Italie, Venise, Florence, Rome et Milan, étaient constamment en conflit. La France et l'Espagne observaient ces querelles, prêtes à s'emparer des principautés italiennes affaiblies. Parmi ces États rivaux se trouvait le petit-duché de Mantoue, gouverné par le jeune François de Gonzague. Mantoue occupait une position stratégique au nord de l'Italie et semblait promis à se faire avaler tôt ou tard par un État plus fort. Le duc de Gonzague était un guerrier redoutable et un excellent capitaine. Il devient condottiere, au service de qui le payait le mieux. En 1490, il épousa Isabelle d'Este, fille du duc de Ferrare, un autre petit État italien. Comme il passait beaucoup de temps loin de Mantoue, ce fut Isabelle qui gouverna à sa place. Isabelle connut sa véritable première épreuve en tant que souveraine en 1498, lorsque le roi de France Louis XII se disposa à attaquer Milan. Comme d'habitude, les perfides États italiens cherchèrent à tirer profit des difficultés de la situation. Le pape Alexandre VI promit de ne pas intervenir, ce qui revenait à donner carte blanche aux Français. Les Vénitiens annoncèrent qu'ils n'aideraient pas non plus Milan. En échange, ils espéraient que les Français leur donneraient Mantoue. Le maître de Milan, Ludovic Sforza, se retrouva seul et abandonné. Il se tourna vers Isabelle d'Este, l'une de ses plus proches amies, et sa maîtresse, disait-on, et la supplia de persuader le duc de Gonzague de venir à son aide. Isabelle essaya, mais son mari se déroba parce qu'il estimait la cause de Sforza désespérée. C'est ainsi qu'en 1499, Louis XII marcha sur Milan et s'en empara sans difficulté. Isabelle était devant un dilemme. Si elle restait loyale à Ludovic, les Français ne feraient d'elle qu'une bouchée. Si, en revanche, elle s'alliait à la France, elle se mettrait à dos toute l'Italie. On ne donnerait pas cher de Mantoue une fois Louis XII rentré de l'autre côté des Alpes. Si enfin elle obtenait le soutien de Venise ou de Rome, il s'emparerait de Mantoue sous prétexte de venir à son aide. Il lui fallait pourtant agir. Le puissant roi de France la serrait de près. Elle décida de devenir son amie, comme elle était devenue l'amie de Ludovic Sforza avant lui, à force de cadeaux attentionnés, de lettres pleines d'esprit et de promesses de visite, car Isabelle était célèbre pour son charme et son incomparable beauté. En 1500, Louis XII invita Isabelle à une grande fête à Milan pour célébrer sa victoire. Léonard de Vinci construisit pour l'occasion un énorme lion mécanique. Quand le lion ouvrait la gueule, il répandait des lys, emblème de la couronne de France. Pour la fête, Isabelle revêtit une de ses plus belles toilettes. Elle avait la garde-robe la plus fameuse d'Italie, et, comme elle l'avait espéré, elle charma et captiva Louis XII. Il ignora toutes les autres dames qui se disputaient son attention.
Elle devint bientôt sa compagne inséparable, et en gage de leur amitié, il s'engagea à protéger Mantoue contre la convoitise de Venise. Une fois ce danger écarté, un autre plus grave survint du sud, en la personne de César Borgia. Depuis 1500, César Borgia avançait résolument vers le nord, annexant les petits royaumes sur son chemin au nom de son père, le pape Alexandre VI. Isabelle comprenait parfaitement qui était César Borgia. On ne pouvait ni lui faire confiance, ni surtout l'offenser. Il fallait le cajoler pour garder son armée à distance. Isabelle commença par lui adresser des cadeaux. Des faucons, des chiens de grande valeur, des parfums et des masques par dizaines, car elle savait qu'il se promenait toujours masqué dans les rues de Rome. Elle lui envoya des messagers chargés de salutations flatteuses. Ces messagers étaient aussi des espions. À un moment, César Borgia lui demanda s'il pouvait loger ses troupes à Mantoue. Isabelle réussit à l'en dissuader poliment, sachant bien qu'une fois les troupes cantonnées dans la cité, elle n'en partirait plus. Tandis qu'elle s'appliquait à charmer César Borgia, Isabelle réussit à convaincre son entourage de ne jamais prononcer un seul mot malveillant à son égard, car il avait des espions partout et utiliserait le moindre prétexte pour envahir Mantoue. Quand Isabelle eut un enfant, elle demanda à César Borgia d'en être le parrain. Elle lui fit même miroiter la possibilité d'un mariage entre sa famille et la sienne. D'une façon ou d'une autre, ces manœuvres portèrent leurs fruits, puisque, bien que s'étant emparé de tout ce qui était sur son chemin, César Borgia épargna Mantoue. En 1503, le pape Alexandre VI, père de César Borgia, mourut. Quelques années plus tard, le pape Jules II partit en guerre pour chasser les troupes françaises d'Italie. Quand Alphonse, souverain de Ferrare et frère d'Isabelle, prit le parti des Français, Jules II décida de l'attaquer et de l'humilier. Isabelle se retrouvait à nouveau entre le marteau et l'enclume. Le pape d'un côté, les Français et son frère de l'autre. Elle n'osait s'allier ni aux uns ni aux autres, mais les offenser eût été aussi désastreux. Une fois encore, elle joua double jeu, comme elle savait si bien le faire. D'une part, elle obtint de son mari Gonzague de combattre pour le pape, sachant qu'il ne le ferait que mollement. D'autre part, elle permit aux troupes françaises de passer par Mantoue pour venir dégager Ferrare. Tandis qu'elle se plaignait ouvertement que les Français avaient envahi son territoire, elle leur fournissait en secret des informations stratégiques. Pour que l'invasion paraisse plausible aux yeux du pape, elle prétendit même que les Français avaient pillé Mantoue. Une fois encore, elle eut gain de cause. Le pape abandonna Mantoue. En 1513, après un siège interminable, le pape prit Ferrare et les troupes françaises se retirèrent. Épuisé par l'effort, le pape mourut quelques mois plus tard. Avec sa mort, recommença le cycle cauchemardesque des conflits et des mesquines querelles. De nombreux changements se produisirent en Italie sous le règne d'Isabelle. Les papes se succédèrent. César Borgia connut le faîte du pouvoir puis la chute. Venise perdit son empire, Milan fut envahi, Florence déclina et Rome fut pillée par l'empereur Charles Quint. À travers tous ces événements, le minuscule duché de Mantoue survécut et même prospéra avec la cour la plus brillante d'Italie. Sa prospérité et sa souveraineté survécurent d'un siècle à la mort d'Isabelle, survenue en 1539. Interprétation. Isabelle d'Este avait compris la situation politique de l'Italie avec une étonnante clairvoyance. Une fois que l'on prend le parti d'une des forces en présence, on est perdu. Le puissant vous absorbe, le faible vous use. Toute nouvelle alliance crée de nouveaux ennemis, et le cycle suscite encore plus de conflits. D'autres forces y sont entraînées, jusqu'à ce que l'on ne puisse plus s'en sortir. Finalement, la chute est inévitable pour cause d'épuisement. Isabelle gouverna son royaume avec pour seul but d'assurer sa sécurité.
Elle ne fit jamais allégeance à un duc ni à un roi. Elle n'essaya pas non plus d'enrayer les conflits qui faisaient rage autour d'elle, ce qui l'aurait conduite à s'y impliquer. Dans tous les cas, ceux-ci tournaient à son avantage. Si les différents partis combattaient à mort, les forces leur manquaient pour s'emparer de Mantoue. La source du pouvoir d'Isabelle résidait dans son intelligence à feindre l'intérêt pour les affaires de chaque camp, alors qu'elle ne s'engageait dans aucun. Elle ne défendait qu'elle-même et son royaume. Dès que vous vous mêlez à un combat qui n'est pas le vôtre, vous perdez toute initiative. Les intérêts des combattants deviennent vos intérêts, vous devenez leur instrument. Apprenez à vous contrôler, à réfréner votre tendance naturelle à prendre parti et à vous lancer dans la bataille. Soyez amical et charmant avec chacun des belligérants, puis retirez-vous et laissez-les s'affronter. Chaque confrontation qui les affaiblit renforcera votre pouvoir. Quand la bécassine et la moule se battent, le pêcheur en profite. Ancien proverbe chinois. Les clés du pouvoir. Pour réussir au jeu du pouvoir, il faut maîtriser ses émotions. Mais même si vous y arrivez, vous n'avez aucun contrôle sur les émotions de ceux qui vous entourent. Et là est le danger. La plupart des gens agissent sous le coup d'un tourbillon émotionnel, en réaction permanente aux querelles et aux conflits. Votre sang-froid et votre autonomie les irritent. Ils essaient de vous entraîner dans leur maelstrom, vous suppliant de prendre parti dans leurs batailles interminables ou de faire la paix pour eux. Si vous succombez à leurs pathétiques supplications, votre esprit et votre temps seront petit à petit monopolisés par leurs problèmes. Ne vous laissez pas submerger par ce que vous avez en vous de compassion et de pitié. On ne gagne jamais à ce jeu, que de multiplier les conflits. Pourtant, on ne peut pas rester complètement en retrait, au risque d'offenser inutilement. Pour mener correctement la partie, il faut avoir l'air de s'intéresser aux problèmes des autres, parfois même de prendre fait et cause. Mais tout en exprimant ouvertement son soutien, il faut préserver son énergie intérieure et sa santé mentale en se gardant de toute véritable adhésion. Certains essaieront de vous attirer dans leur camp à tout prix. Restez-en à un intérêt superficiel pour leurs affaires et leurs petites querelles. Offrez-leur des cadeaux, écoutez-les avec sympathie, faites-leur du charme. Mais gardez toujours à distance les rois encombrants et les perfides Borgia. En refusant de vous engager, donc en préservant votre autonomie, vous conservez l'initiative. Vos actes sont la conséquence de vos propres choix et non des réactions défensives à la mêlée qui vous entoure. La lenteur à prendre les armes peut être en soi une arme, particulièrement si vous laissez les autres s'épuiser dans le combat. Vous tirez alors avantage de leur épuisement. L'antique royaume chinois de Tsin envahit un jour le royaume de Qing. Huan, qui régnait sur une province voisine, faillit voler au secours de l'assailli, mais son conseiller lui suggéra d'attendre. Qing n'est pas encore ruiné. Tsin n'a pas encore épuisé ses forces. Et si Tsin n'est pas épuisé, nous ne pourrons pas devenir très influents. En outre, il est moins méritoire d'aider un État en danger que de reconstruire un pays en ruine. L'argument du conseiller fit mouche, et, comme il l'avait prédit, Huan connut plus tard la gloire. D'abord en secourant le royaume de Qing au bord de la destruction, puis en conquérant celui de Tsin, Xang. Huan était resté en dehors du combat jusqu'à ce que les forces engagées se soient mutuellement exténuées. Il put alors intervenir en toute sécurité. Voilà l'intérêt de rester en dehors de la mêlée. Cela vous donne du temps pour prendre avantage de la situation une fois que l'un des camps commence à céder. Vous pouvez même aller plus loin et promettre votre appui aux deux camps tandis que vous manœuvrez pour être le vainqueur de la bataille. Castruccio Castracani, qui régnait au XIVe siècle sur la ville italienne de Lucque, avait des vues sur la cité de Pistoia. Un siège aurait été ruineux, tant en vie humaine qu'en argent. Mais Castruccio savait que Pistoia abritait deux factions guelfes rivales,
les Blancs et les Noirs, qui se haïssaient. Il négocia avec les Noirs, leur promettant de l'aide contre les Blancs. Puis, à l'insu des premiers, il promit aussi aux Blancs qu'il les aiderait contre leurs adversaires. Et Castruccio tint ses promesses. Il envoya une armée à la porte de la ville contrôlée par les Noirs, dont les sentinelles leur firent le meilleur accueil. Pendant ce temps, une autre armée entrait par la porte contrôlée par les Blancs. Les deux armées établirent leur jonction, occupèrent la ville, tuèrent les chefs des deux factions, mirent fin à la guerre civile, et Castruccio régna sur Pistoia. En préservant votre autonomie, vous vous donnez le choix entre plusieurs options lorsque les gens en viennent à se combattre. Vous pouvez jouer le médiateur et négocier la paix, tout en défendant avant tout vos propres intérêts. Promettez votre appui à un camp, et l'autre, pour vous avoir, devra surenchérir. Ou, comme Castruccio, faites mine d'être dans un camp, puis dans l'autre, et laissez-les s'étriper entre eux. Souvent, lorsqu'un conflit éclate, on est tenté de rallier le camp du plus fort, ou celui dont l'alliance offre le plus d'avantages. C'est risqué. D'abord, il est souvent difficile de prévoir lequel triomphera. Ensuite, même si l'on devine juste et que l'on s'assied au bon camp, on peut se faire avaler, ou opportunément oublier au jour de la victoire. D'un autre côté, en prenant le parti du plus faible, on est condamné. En jouant le jeu de l'attente, en revanche, on ne peut pas perdre. Pendant la Révolution de juillet 1830 à Paris, Talleyrand était à sa fenêtre quand, après 3 jours d'émeute, les cloches se mirent à carillonner. Se tournant vers son secrétaire, il s'exclama « Ah, les cloches! Nous avons gagné !»« Qui ça, nous, mon prince ?» demanda l'autre. « Pas un mot. Je vous dirai demain qui nous sommes, » répliqua le diplomate. Il savait que seuls les fous prennent précipitamment parti. En s'engageant trop rapidement, on perd sa liberté de mouvement et le respect des autres. Peut-être, se disent-ils, vous engagerez-vous demain ailleurs pour une cause différente, puisque vous vous êtes donné si facilement à celle-ci. La fortune est une alliée volage qui change souvent de camp. Une adhésion à un parti vous prive de l'avantage du temps, du luxe de l'attente. Laissez les gens s'amouracher d'un groupe ou d'un autre. Quant à vous, ne perdez pas la tête. Finalement, il est parfois sage d'abandonner toute prétention de soutien, et au contraire, de clamer son indépendance et sa confiance en soi. Cette attitude de fierté aristocratique est particulièrement utile à ceux qui ont besoin qu'on leur témoigne du respect. George Washington en fit l'expérience lorsqu'il cherchait à établir la jeune République américaine sur des bases stables. En tant que président, Washington évita la tentation d'une alliance avec la France ou l'Angleterre, en dépit des pressions que l'on exerça sur lui. Il voulait que le pays gagne le respect des autres nations grâce à son indépendance. Bien sûr, un traité avec la France aurait pu l'aider à court terme. Mais il savait qu'à long terme, il serait plus efficace d'établir l'autonomie de la nation. L'Europe verrait les États-Unis comme une puissance en soi. Souvenez-vous, l'énergie et le temps sont limités. Tout instant passé au profit des affaires des autres est autant de perdu pour vous-même. Quitte à paraître sans cœur, dites-vous bien que votre indépendance vous vaudra plus de respect et vous placera dans une position de pouvoir à partir de laquelle vous aurez toute latitude d'aider autrui, mais en gardant les mains libres. Image, le taillis. Dans la forêt, les buissons envahissent leurs voisins, jettent sur eux leurs ronces. Le fourré étend lentement son domaine impénétrable. Seuls les arbres qui poussent à distance peuvent croître et devenir futaies. Autorité. Mais celui qui a la raison pour guide va toujours bride en main. Il trouve plus d'avantages à ne se point engager qu'à vaincre, et quoi qu'il y ait quelque étourdi tout près de commencer, il se garde bien de faire le deuxième. Balthazar Gracian.
1601-1658, L'homme de cour, traduit par Amelot de la Houssaye. A contrario, les deux aspects de cette loi peuvent vous mener à la catastrophe si vous allez trop loin. Le jeu proposé ici est délicat. Si vous faites s'affronter entre eux trop de parties, ils verront la manœuvre et se ligueront contre vous. Si vous faites attendre trop longtemps ceux qui recherchent votre alliance, vous allez inspirer non du désir, mais de la méfiance, et l'on se désintéressera de vous. Finalement, vous pourrez trouver utile de vous engager d'un bord, mais à seule fin de sauver les apparences, pour prouver que vous en êtes capable. Même alors, il reste crucial de maintenir votre indépendance intérieure, de garder votre sang-froid. Ménagez-vous l'option de prendre congé à tout moment et de réclamer votre liberté si votre camp s'effondre. Les amis que vous vous êtes faits pendant que l'on vous courtisait vous offriront maint refuge une fois que vous aurez quitté le navire.